C'est la pire catastrophe aérienne en Espagne depuis 25 ans. C'était une horrible tragédie. Un crash qui fait 154 morts. Nos pensées allaient vers nos collègues et les passagers. Les enquêteurs subissent une pression intense pour en trouver la cause. En arrivant sur place, vous devez recueillir des faits. Quand une défaillance mécanique survient, rien à l'extérieur, vous vous dites, bon, et maintenant? Bien reçu. Une petite erreur de maintenance On peut y aller? Ouais, allez-y. aurait-elle pu causer cette terrible catastrophe? Il est 14h14 à l'aéroport de Madrid-Barajas. Après avoir été retardé de plus d'une heure, le vol Spanair 5022 retourne enfin vers la piste de décollage. Il y a 166 passagers à bord, dont beaucoup cherchent à fuir la fournaise estivale de Madrid. Tout le monde était impatient de partir. Anna Stefanides vient de Suède. Elle fait escale en Espagne avant de rejoindre des amis sur les îles Canaries. Dans la plupart des pays d'Europe, on prend ses vacances d'été au mois d'août. Je me rendais à Grande Canarie pour retrouver mes amis. On s'apprêtait à passer une semaine de vacances ensemble. 4 copines. Aujourd'hui, c'est le commandant de bord Antonio Luna qui est aux commandes. Ancien pilote militaire, il travaille chez Spanair depuis 9 ans. On en est où? Environ 1h15 de retard. L'officier pilote de ligne Francisco Moulet a rejoint la compagnie il y a tout juste 1 an et demi. Il a effectué la quasi-totalité de ses 1300 heures de vol chez Spanair. On pourra peut-être se rattraper. Peut-être. Le vol a commencé dans la matinée avec un saut de Barcelone à Madrid. De Madrid, il reste 2h50 de vol vers le sud jusqu'à Grande Canarie, dans l'archipel des Canaries. Spanair 5022, vous êtes les prochains à décoller sur la piste 36 gauche. Très bien. Allons-y. Quand ils se préparent au décollage, les pilotes sont très occupés. Ils doivent suivre plusieurs checklists. Allumage, Réglé. spoiler, Armé. Vérifier la configuration de l'appareil, la poussée, les freins, etc. air conditionné. Il y a donc une foule de facteurs qui traversent leur esprit simultanément. Et les derniers points, on a 8. 11 alignés, 11 rentrées. Spanair 5022, autorisé décollage, piste 36 gauche. Autorisé décollage. Spanair 5022. Allez, tu as les commandes. L'officier pilote de ligne Moulet va décoller. J'ai les commandes. À 14h23, le MD-82 commence à accélérer sur la piste. Le commandant de bord surveille la vitesse. Pour s'arracher au sol, l'avion doit atteindre 157 nœuds, la vitesse de décollage. Il y avait un problème. Je pensais qu'ils utilisaient toute la puissance disponible et qu'on allait décoller. Mais quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce que c'est long? Tu crois que c'est normal? Puis je me suis dit, quelle longueur fait la piste? Il faut qu'on décolle maintenant. V1. Rotation.
Une alarme indique au pilote qu'il y a un problème. Pas de moteur? Redressez. Le copilote augmente la puissance, mais il perd le contrôle de l'avion. Quand on a enfin décollé, tout a brusquement penché à droite. Puis je n'ai plus rien entendu d'autre que des cris et du vacarme. Redressez. Comment on éteint cette alarme? L'avion est à moins de 50 pieds du sol. Redressez. Redressez. J'ai eu le temps de me dire, c'était mon dernier voyage. J'ai eu une belle vie. Maintenant, je vais mourir. Redressez. Redresse. Allez! Terrain. Au secours! J'ai mis mes bras sur ma tête et ma tête entre mes jambes. Je me suis protégée du mieux que j'ai pu. Ah, bon sang! Quelques secondes après le décollage, le vol 5022 s'écrase au bord d'une rivière proche de la piste. Les pompiers arrivent rapidement sur les lieux. L'avion, qui transportait 172 personnes, n'est plus qu'une nuée de débris éparpillés sur près d'1 kilomètre. Anna Stefanides a atterri dans l'eau, encore attachée à son siège. Quand j'ai repris connaissance, au début, tout était calme. Mais ensuite, je me suis rendu compte que je n'étais pas morte. J'ai regardé autour de moi en pensant, où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Les équipes de secours se sont précipitées sur les lieux de l'accident, mais elles ne peuvent pas atteindre Anna. Les secouristes m'appelaient. Venez, venez, dépêchez-vous, venez vite. Empêtrée dans des débris au milieu de la rivière, elle risque de se noyer rapidement. Je suis incapable de dire comment je me suis libérée. Anna parvient à regagner la rive, où les secours la prennent en charge. Elle est en état de choc et grièvement blessée à la jambe, mais elle est en vie. C'était le chaos. C'était horrible. Mais je m'en suis sortie. Malgré les efforts acharnés des sauveteurs, seules 18 personnes survivent. 147 passagers sont morts, ainsi que les 2 pilotes. C'était une horrible tragédie. Tout le pays en a été affecté. C'est la pire catastrophe aérienne en Espagne depuis 25 ans. Nos pensées allaient vers nos collègues et les passagers. C'était une compagnie espagnole. Donc, beaucoup de nos collègues volaient sur ce type d'appareil. Nous avons vécu des moments très difficiles. L'Espagne recrute rapidement une équipe internationale d'experts pour enquêter sur le crash. Ils ont un puzzle géant à reconstituer. Comment un avion sophistiqué, piloté par un équipage expérimenté, Rotation. a-t-il pu s'écraser au décollage par un bel après-midi? Au travail. Je crois qu'on a du pain sur la planche. Juan Carlos Lozano est enquêteur au syndicat des pilotes de ligne espagnols. Au départ, le site du crash est préservé comme une scène de crime. C'est essentiel pour voir comment les pièces sont disposées, car cela va fournir beaucoup d'informations. C'est une tâche éprouvante. Il faut fouiller des hectares de terrain accidentés à la recherche de petits débris de pièces calcinées sous le soleil brûlant de Madrid.
C'était difficile. C'était un été très chaud et la chaleur était sans doute l'un des pires obstacles. Comprendre ce qui est arrivé au vol Spanner 5022 va être un des défis les plus ardus que ces enquêteurs aériens aient jamais eu à relever. Les enquêteurs travaillant sur le crash du vol Spanner 5022 concentrent immédiatement leurs efforts sur la récupération des 2 boîtes noires de l'avion, les enregistreurs de vol. Pour un enquêteur, l'enregistreur de paramètres de vol est essentiel, car tout ce qui fonctionne, ne fonctionne pas ou cause un problème y est consigné. La récupération des données pourrait fournir des indices vitaux sur le déroulement des événements. Emportez ça au laboratoire le plus vite possible. En attendant, l'Espagne est en deuil. Le Premier ministre se rend sur le site du crash. Le roi, la reine et le maire de Madrid se réunissent pour soutenir les familles des victimes. Le public veut connaître au plus vite les causes de la catastrophe. La presse exerçait une pression énorme sur les enquêteurs pour qu'ils fournissent des réponses avant même qu'ils aient la moindre idée de ce qui avait pu se passer. Je n'ai aucune information, aucune. Sur les lieux du drame, des marques au sol dépeignent un sombre tableau, Premier impact. révélant à quel point le vol 5022 a vite tourné au désastre. Les premières traces d'impact sont seulement à 60 mètres de la piste. L'avion est ensuite passé au-dessus d'une route et a glissé sur 550 mètres avant de s'écraser sur la berge d'une rivière. Cet avion a laissé une trace qui partait de la piste et allait jusqu'à la limite de l'aéroport. Il était donc évident qu'il avait rencontré un problème majeur au décollage. Vu le moment auquel l'accident s'est produit, une théorie pourrait tout expliquer. Regardons ces moteurs. Quand un avion ne s'élève que de 30 pieds et retombe au sol de façon incontrôlable, il faut se demander, est-ce que les moteurs fonctionnaient correctement? La poussée des moteurs est particulièrement cruciale dans les premiers instants d'un vol. Si l'avion manque de puissance, il n'atteindra pas la vitesse requise pour surmonter la traînée et s'élever dans les airs. Les enquêteurs examinent les moteurs à la recherche du moindre signe de dysfonctionnement. Ils sont tous les deux remplis de débris, de boue et d'herbe ingérées pendant le crash. Si on trouve de la boue, de la terre ou de l'herbe dans le moteur, on peut établir qu'il était pleinement opérationnel au moment de l'accident. Dans ce cas précis, on a trouvé des traces partout dans le moteur. Cette découverte signifie que les moteurs tournaient à haut régime lorsqu'ils ont touché le sol. Le crash n'est donc pas dû à une défaillance des moteurs. Bon. Les moteurs tournaient. Mais quelque chose a empêché l'avion de prendre de l'altitude. Les enquêteurs doivent trouver une nouvelle théorie pour expliquer pourquoi le MD-82 n'a pas pu monter. C'était quoi? Je veux les registres de maintenance, les bulletins météo, les dossiers des pilotes. Tout. On se met au travail. Quand on enquête sur un crash aérien, il est très important d'éviter les présomptions. Il faut recueillir des faits. Alors, voyons ce que nous donnent ces chiffres. Les enquêteurs savent qu'avant chaque décollage, la masse de l'avion et la répartition des charges doivent être calculées précisément. L'avion doit être soigneusement équilibré pour atteindre ses performances optimales. Avant de décoller, il faut donc s'assurer que les masses ont bien été réparties et que le poids est correct. Ils examinent la liste des passagers, la cargaison et la quantité de carburant. Ils doivent vérifier la masse totale et la disposition des charges pour voir si le centre de gravité de l'avion n'a pas été dangereusement déplacé vers l'avant ou vers l'arrière. Mais cette hypothèse s'avère rapidement fausse. La masse au décollage était normale.
Les contrôleurs fournissent une piste plus prometteuse. Ils apprennent aux enquêteurs que l'équipage avait interrompu un décollage juste avant. Ils ont eu un problème de maintenance avant le décollage. L'avion était en seuil de piste quand les pilotes ont remarqué qu'un indicateur de température leur renvoyait des valeurs erronées. Madrid, spanner 5022. On a un petit problème. On doit quitter la piste. 5022, roulez jusqu'au parking Tango 2, poste Roméo 11. Les contrôleurs autorisent le MD-82 à revenir au terminal. Vous venez de passer 45 minutes à vous concentrer pour amener l'avion jusqu'à la piste. Et quand une défaillance mécanique survient, vous vous dites « Bon, et maintenant ?» Tout s'arrête. Mesdames et messieurs, nous rencontrons un léger problème technique. Nous allons retourner au terminal pour tenter de le résoudre. Normalement, quand on explique aux passagers clairement et spontanément ce qui se passe, ils sont rassurés. Je crois qu'on n'est pas encore parti. Je me suis dit, pourquoi m'en faire? J'ai acheté mon billet, j'ai payé. Je veux arriver à destination et j'y arriverai. Alors, ils vont devoir faire leur boulot et réparer cet avion. Cette réparation de dernière minute pourrait-elle expliquer le crash du vol 5022? Les enquêteurs doivent en avoir le cœur net. Le vol Spanner 5022 a été envoyé dans une zone de maintenance reculée située au bout du terminal. Il lui a fallu 9 minutes pour rouler jusque là-bas. On est de retour. Extinction des moteurs. Le temps d'atteindre le stand de maintenance, l'avion a déjà accumulé 42 minutes de retard. Cela pourrait être la clé de l'accident. La ponctualité est prise très au sérieux dans les transports aériens. Avec un retard si important, la pression est immense. Une fois les moteurs éteints, la climatisation ne fonctionne plus. Au-dessus du tarmac brûlant, la température en cabine monte en flèche. Il faisait une chaleur étouffante dans l'avion. Je n'avais jamais eu aussi chaud de toute ma vie. Les techniciens de maintenance donnent aux enquêteurs de plus amples détails sur le retard. Ils essayaient de réparer un des capteurs de l'avion. Ah oui. J'ai jeté un œil, mais c'était pas grave. Ce capteur, appelé sonde de température d'air dynamique, dépasse du nez de l'avion. Il mesure la température de l'air extérieur et transmet l'information au moteur pendant le vol. Rien à l'extérieur? Non, ça va. C'est pas bouché. La sonde renvoie des valeurs erronées au moteur. Et l'indicateur de protection givrage? C'est pas ça non plus. Sans elle, l'automatisme qui ajuste la puissance des moteurs ne fonctionnera pas correctement. Regardez, ça indique 104 degrés. La recherche de la panne fait perdre un temps précieux aux pilotes. Je dois noter tout ça. Et je ne vous parle pas du retard d'au moins 1 heure. Toute l'économie du secteur des transports modernes repose sur l'efficience. Un avion en vol rapporte de l'argent. Un avion au sol en coûte. Cet appareil ne remplissant pas son rôle, cela a sérieusement perturbé la rentabilité des opérations de la compagnie aérienne. Mesdames et messieurs, merci pour votre patience. Nous espérons décoller très bientôt. Les techniciens expliquent qu'ils n'ont pas pu réparer la sonde défectueuse. C'est le disjoncteur Zulu 29. Bien reçu. Ils l'ont donc désactivée en coupant son alimentation électrique. Ils ont simplement tenté d'éliminer le symptôme, c'est-à-dire la température élevée renvoyée par la sonde de température d'air dynamique en actionnant le disjoncteur. Cette solution de fortune supprime les valeurs erronées. Alors, on peut y aller? Ouais, j'ai actionné le disjoncteur. Très bien. Merci. Les techniciens n'ont aucune idée de ce qui s'est passé au décollage. Les enquêteurs se demandent si cette sonde désactivée a un quelconque lien avec le crash.
Je ne vois pas en quoi ça peut nuire. Mais il conclut rapidement que la sonde n'est pas un équipement essentiel. L'équipage n'a qu'à surveiller la température de l'air et ajuster la puissance des moteurs manuellement. Il y a d'autres moyens de connaître la température de l'air extérieur. Il suffit de la demander au contrôleur ou d'écouter le dernier bulletin météo officiel. Mais ce n'est pas le seul problème de maintenance que l'équipage a eu ce jour-là. L'inverseur de poussée droit était désactivé lui aussi. Les inverseurs de poussée sont utilisés à l'atterrissage pour aider l'avion à ralentir. Quand on les actionne, des portes pivotantes s'ouvrent pour dévier le souffle des réacteurs vers l'avant. Si un inverseur de poussée s'active intempestivement en plein vol, l'avion peut perdre sa portance et décrocher. C'est ce qui est arrivé au vol Lauda Air 004 en 1991 et aucun de ses 223 occupants n'a survécu. Un inverseur de poussée défectueux s'est-il déployé au décollage? L'hypothèse semble improbable, mais elle expliquerait la trajectoire de l'avion. Si l'inverseur s'était déployé par accident, le mouvement de lacet aurait fait dévier l'avion à droite. Or, c'est justement sur la droite qu'il s'est écrasé. C'est une théorie intrigante, mais il n'y a pas encore assez de preuves pour l'étayer. Les enquêteurs examinent les inverseurs de poussée récupérés sur l'épave du vol Spanair 5022. Rien n'indique que l'inverseur droit se soit déployé. Mais sur le moteur gauche, il en va autrement. Tu l'as trouvé dans cette position? L'inverseur de poussée est en position déployée, une configuration potentiellement fatale. Si un des inverseurs de poussée se déploie accidentellement au décollage, sachant que les moteurs fournissent leur poussée maximale, cela menace gravement la contrôlabilité de l'avion. Les enquêteurs ont enfin un indice laissant penser à un sérieux problème mécanique qui pourrait expliquer le crash du vol 5022. Beaucoup d'éraflures. Mais en examinant l'inverseur de plus près, ils se rendent compte que cette théorie ne tient pas la route. Je crois qu'il s'est déployé après l'impact, quand le moteur a été traîné sur le sol. Des marques caractéristiques indiquent aux enquêteurs que l'inverseur de poussée s'est déployé après la chute de l'avion et pas en vol. Tous les dégâts étaient très faciles à comparer avec les marques au sol, ce qui a conduit les enquêteurs à exclure une défaillance de l'inverseur de poussée. C'est autre chose qui a empêché l'avion de s'envoler. Les enquêteurs doivent revoir leur copie. Après avoir exclu une défaillance des moteurs, il faut se pencher sur la portance et la capacité de l'appareil à prendre son envol. Quelles sont les pièces des ailes qu'on a récupérées? Trouvez-les-moi toutes. Les ailes de l'avion sont équipées de surfaces de contrôle, les volets et les becs, qui se déploient au décollage pour augmenter la portance. Sur les avions modernes, les volets et les becs sont sans doute les pièces les plus importantes, avec les moteurs et les ailes elles-mêmes, puisqu'ils permettent de décoller et d'atterrir sur une distance plus courte et à une vitesse plus basse. Si les volets ne s'étaient pas déployés correctement, le vol 5022 n'aurait pas eu assez de portance pour décoller. Les enquêteurs examinent le mécanisme que les pilotes utilisent pour contrôler les volets. Le levier de commande des volets était un point clé de l'enquête. Si le levier a heurté le bord de son guide lors de l'impact, il a peut-être laissé une marque trahissant la position des volets au décollage. Tiens, regardez ça. Il y a une profonde éraflure à 0 en position rétractée. C'est une découverte alarmante qui indique que les volets du MD-82 n'étaient pas déployés au décollage. Ma première réaction de pilote est de rappeler que les volets et les becs sont indispensables au décollage.
Personne ne pourra survivre à un crash si on tente de décoller sans les avoir déployés. Il est difficile de croire qu'un pilote professionnel puisse oublier de régler un équipement aussi vital. Le levier a-t-il bougé pendant l'accident ou est-ce les pilotes qui l'ont mal positionné avant le décollage? Bien. Ma seconde réaction est de me demander pourquoi n'ont-ils pas mis le levier dans la bonne position. La réponse à cette question pourrait expliquer pourquoi 154 personnes ont péri Rotation. dans l'une des pires catastrophes aériennes qu'ait connue l'Espagne. Les enquêteurs épluchent le parcours personnel et professionnel de l'équipage, se demandant si les pilotes auraient pu commettre une erreur fatale. Ils étaient qualifiés, expérimentés. On regarde toujours quelle est leur expérience, s'ils ont eu des problèmes pendant leur formation et quelle formation ils ont suivi. Les dossiers des pilotes ne révèlent rien de significatif. Le commandant de bord Luna et l'officier pilote de ligne Moulette sont à jour dans leur formation. J'ai peine à croire que ces types aient pu oublier les volets. Le commandant de bord avait une excellente réputation. Il était considéré comme quelqu'un de très méticuleux. Il adorait voler et il était fier d'être pilote professionnel. Les enquêteurs se tournent vers l'enregistreur phonique en quête de réponse. Bon, écoutons la bande. Allumage. Réglé. Quand on écoute un enregistreur phonique, on essaie de comprendre les pilotes et de se mettre dans leur situation. Ils cherchent un indice pouvant leur indiquer la configuration des volets au décollage. Spoiler. Armé. Les pilotes font leurs derniers préparatifs. Les derniers points, on a 8, 11 alignés, 11 rentrées. Dont une ultime vérification des volets qui est requise avant le décollage. Arrêtez ici. Dernier point. La vérification des volets. Il a dit 11. C'est le bon réglage. L'enregistrement indique que les pilotes ont réglé les volets à 11 degrés, exactement comme il fallait. Le levier a peut-être bougé après le décollage. Tout semblait normal. Ce qui m'a stupéfait, c'est que l'équipage a parlé de la position des volets. Et il n'était apparemment pas dans cette position. C'est une contradiction étrange. On en arrive à se demander, est-ce qu'ils regardaient vraiment le levier ou pas? Des indices contradictoires menacent de faire piétiner l'enquête. Il va falloir approfondir les investigations pour découvrir ce qui s'est réellement passé dans le cockpit du vol 5022. Les interrogations au sujet des volets de l'avion pourraient être levées une fois pour toutes grâce aux données de l'enregistreur de paramètres de vol. Bon. J'espère que ces données nous aideront. Cet appareil enregistre chaque détail sur la configuration de l'avion, y compris les réglages des volets. Volet. Réglé et vérifié. Les volets étaient à 11 degrés lors du premier roulage. Exactement comme il faut. Les données révèlent que les volets fonctionnaient et avaient été réglés correctement la première fois que l'avion a roulé jusqu'à la piste. Mais ils ont fait demi-tour. En rentrant au terminal pour des réparations, les pilotes ont rétracté les volets. On est de retour. Extinction des moteurs. Les volets et les becs sont rétractés en revenant de la piste. C'est une procédure normalisée. Très bien. Regardons ce qu'ils ont fait la deuxième fois. On en est où? Une question hante les enquêteurs. Les pilotes ont-ils redéployé les volets après avoir quitté la zone de maintenance pour regagner la piste? Ou ont-ils commis l'erreur fatale d'omettre un des gestes les plus importants pour faire décoller un avion en toute sécurité? Ok. Allons-y. Quand on analyse un enregistreur phonique, on cherche des anomalies, des choses qui sont différentes, qui ne devraient pas être là. Lis la checklist. Les checklists pré-vol du MD-82 donnent consigne aux pilotes de vérifier les volets et les becs à 3 reprises. Allumage. Éteint.
Air conditionné. Réglé. Les volets et les becs sont indispensables pour manœuvrer un avion au décollage et à l'atterrissage. C'est pourquoi ils apparaissent plusieurs fois dans les checklists. Sur la checklist après mise en route, le réglage des volets est le dernier point. Pompe hydraulique. Réglé et vérifié. Feu. Allumé. Demande à la tour de contrôle l'autorisation de rouler. Une seconde. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le pire moment pour l'interrompre. L'enregistrement révèle qu'au moment où le copilote s'apprête à vérifier une première fois les volets et les becs, le commandant de bord lui demande d'appeler la tour de contrôle. Spanner 5022. Demandons instruction de roulage. Spanner 5022. Le copilote ne reviendra jamais vérifier ce point crucial de la checklist. C'est un grave manquement au déroulement normal d'une checklist. Cela apprend aux enquêteurs que certains facteurs irritaient le commandant de bord, au point qu'il a voulu précipiter la checklist et accélérer les choses. Était-ce à cause du retard ou de la chaleur dans le cockpit? Il voulait peut-être démarrer les moteurs pour allumer la climatisation. Ça, on n'en sait rien. Bien. Écoutons la checklist roulage. Allez-y. Spanner 5022. Vous êtes les prochains. Le réglage des volets est si important que les équipages doivent le vérifier à nouveau lors de la checklist roulage. Frein. Vérifié. Commande de vol. Vérifié. Air conditionné. Réglé. Pourquoi aller si vite? L'impression qu'on a eue en écoutant l'enregistreur phonique, c'est que l'équipage semblait aller trop vite, qu'il précipitait la checklist. Transpondeur. Réglé. Cabine. Stop, arrêtez. Et le briefing décollage? L'équipage oublie de vérifier les volets et les becs pour la deuxième fois. Des études scientifiques ont prouvé que la précipitation ou la pression du temps multiplie par 11 les risques d'erreur humaine. Quand un pilote doit expédier une checklist, qui est une procédure extrêmement détaillée, il est très susceptible de commettre des erreurs. L'équipage a une troisième et dernière chance de vérifier les volets. Et dernier point, on a 8. 11 alignés, 11 rentrées. Spanner 5022. Autorisé décollage. C'était vraiment rapide, non? Un instant. Centre de gravité 8. Commande de volet 11. Stabilisateur horizontal aligné. Et encore les volets 11. Il n'avait pas le temps de vérifier tous ces paramètres. Revenons à la checklist. Les enquêteurs soupçonnent le copilote d'avoir annoncé le réglage des volets de façon machinale. Et dernier point, on a 8. 11 alignés, 11 rentrées. Il n'était pas concentré sur ses instruments et récitait la liste de mémoire. S'il avait regardé le voyant des volets, il aurait vu qu'ils étaient réglés sur 0 et pas sur 11. Spanner 5022. Le commandant de bord n'est guère plus attentif. Il est occupé à conduire l'avion vers la piste. Les humains sont faillibles. Et quand on accomplit plusieurs tâches à la fois, il est très facile d'oublier un point critique. 3. Ils ont lu 3 checklists. Sans jamais régler les volets. Les enquêteurs ont maintenant une théorie terrifiante pour expliquer le crash du vol Spanner 5022. V1. Rotation. L'avion n'a pas pu s'envoler parce que les pilotes avaient oublié de déployer les volets avant le décollage. Pour éviter un nouvel accident, les enquêteurs ont besoin de comprendre le comportement de l'équipage. Que se passait-il dans la tête des pilotes pour qu'ils ressentent un tel besoin de se presser? Ils se plongent dans les comptes de la compagnie et s'aperçoivent que Spanner rencontrait des difficultés financières. Un plan social devait supprimer un tiers des emplois. On en est où?
Quand un pilote voit son poste menacé, il cherche à éviter les retards à tout prix. Il est difficile de gérer le stress qui s'accumule quand un retard s'allonge. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Le commandant de bord est également conscient que la grogne monte parmi les 166 passagers écrasés de chaleur. Au plus chaud de la journée, la température extérieure atteint 30 degrés Celsius. Le tarmac renvoie la chaleur, portant la température à 37 degrés sur l'aire de trafic. Ça devait être étouffant dans cet avion. Il y a de grandes vitres. Le soleil tape directement. Il devait faire près de 50 dans le cockpit. En chemise avec une cravate, la chaleur devient insoutenable. Ça ne fait aucun doute. Il subissait une pression énorme. Vu les problèmes auxquels l'équipage était confronté, le retard, les défaillances techniques, une procédure irrégulière à suivre, c'est une réaction humaine que de précipiter les procédures normales. Le facteur psychologique explique en partie l'erreur de l'équipage. Mais une question troublante subsiste. Pas de moteur? Comment on éteint cette alarme? Lors du décrochage, pourquoi les pilotes ont-ils pensé à une défaillance des moteurs? S'ils s'étaient rendus compte que les volets n'étaient pas déployés, ils auraient pu sauver l'avion. La dernière étape de l'enquête sur le crash du vol Spanner 5022 va consister à comprendre pourquoi l'équipage n'a rien vu. Pourquoi le copilote a-t-il pensé à une défaillance moteur? Les enquêteurs se demandent si la sonde défectueuse désactivée par les techniciens pourrait avoir joué un rôle inattendu. Alors on décolle en poussée manuelle, c'est ça? Une fois la sonde désactivée, les moteurs ne sont plus contrôlés automatiquement. Oui, poussée manuelle. Avant le décollage, le copilote en parle à 5 reprises. Si on ajuste la poussée manuellement, on enclenchera le pilote automatique après le décollage. Oui. La déconnexion de la sonde de température d'air dynamique préoccupait beaucoup le copilote, parce qu'elle affecte aussi l'automanette, qui ajuste automatiquement la puissance des moteurs. Écoute, regarde le bulletin météo. Il n'y a pas de problème. Le commandant de bord lui assure qu'ils peuvent régler la poussée manuellement, mais le copilote a un doute. Très bien. D'accord. Déjà inquiet au sujet des moteurs, il pense à tort qu'ils connaissent une défaillance quand la situation commence à se détériorer. Pas de moteur? Terrain. À 10 000 reprises, vous avez suivi cette procédure de décollage, calmement, méthodiquement, posément. Et soudain, il y a un événement imprévu. Mais il y a une autre question cruciale. Une seconde. Où est l'alarme? Si les volets ne sont pas dans la bonne position, on entend normalement un bruit strident qui indique que l'avion n'est pas prêt pour le décollage. L'alarme au décollage n'a pas retenti. Et elle aurait dû. Je veux savoir pourquoi. Il faut maintenant traquer un suspect silencieux. Une alarme défectueuse qui aurait pu sauver le vol Spanner 5022. Ces défaillances sont forcément liées entre elles. Les enquêteurs pensent qu'il pourrait exister un lien entre la défaillance de l'alarme au décollage et le problème mineur qui a forcé le MD-82 à retourner au terminal, le dysfonctionnement de la sonde de température. Regardez, ça indique 104 degrés. Ils examinent en détail l'électronique complexe de la sonde et font une découverte glaçante. La sonde et l'alarme au décollage passent par le même relais électronique. Quand on regarde le schéma électrique du système d'alarme au décollage, on s'aperçoit que le relais 2.5 contrôle deux choses. Le radiateur de la sonde de température d'air dynamique
et l'alarme au décollage. C'est ça. Voilà le lien. Ouais. C'était très choquant de découvrir que deux systèmes distincts, comme l'alarme au décollage et le chauffage de la sonde, étaient contrôlés par le même dispositif. Les enquêteurs soupçonnent qu'une défaillance du relais R25 a neutralisé simultanément la sonde de température et l'alarme au décollage. Les techniciens ne parviennent pas à reproduire cette panne en laboratoire. Mais pour Juan Carlos Lozano, cette théorie se tient. Selon moi, le relais 2.5 a causé la défaillance de l'alarme au décollage. Ok, bien reçu. En choisissant de régler le problème de la sonde à la hâte, la maintenance a manqué une occasion cruciale de découvrir le relais défectueux. Sans l'alarme au décollage, les pilotes n'avaient plus aucun garde-fou pour les prévenir de leur erreur. Malheureusement, ils n'étaient pas les premiers à connaître ce sort. En 1987, un MD-82 de Northwest Airlines s'est écrasé au décollage à Détroit, tuant 156 personnes. Tout comme l'équipage de Spanner, les pilotes de Détroit n'avaient pas déployé les volets et les becs, et leur alarme n'a pas retenti. Un circuit électrique désactivé l'avait réduite au silence. Après le crash de Détroit, on a modifié les checklists pour qu'elles mentionnent plus souvent les volets et les becs. Et on a amélioré le système d'alarme afin qu'une telle tragédie ne se reproduise plus jamais. Mais les ingénieurs aéronautiques ne pouvaient pas prévoir la défaillance improbable du relais R25. C'est cet événement qui a scellé le sort du vol 5022. En tant que professionnel de l'aviation et enquêteur aérien, c'est la situation la plus frustrante que je puisse imaginer. Parce qu'on cherche à éviter que les accidents ne se reproduisent. Et malheureusement, en l'occurrence, on a revécu une affaire très semblable 20 ans après l'accident de Détroit. Redressez. À Détroit comme à Madrid, c'est le non-respect des checklists par les pilotes qui a mené au désastre. Les enquêteurs espagnols considèrent la panne de l'alarme au décollage comme un facteur contributif qui a empêché l'équipage de prendre conscience du danger. Mais Juan Carlos Lozano, représentant du syndicat des pilotes, le voit d'un autre œil. La défaillance la plus grave dans cet accident, c'est la panne du système d'alarme au décollage. Ce système a été conçu pour rattraper une éventuelle erreur humaine. Et ce jour-là, il est clair que la dernière ligne de défense n'a pas fonctionné. Après le crash du vol Spanner 5022, Boeing a encore révisé cette checklist en donnant plus de visibilité au déploiement des volets et des becs. Et dans certains avions, on utilise maintenant des checklists électroniques capables d'afficher des messages pour indiquer aux pilotes ce qu'ils ont déjà vérifié et ce qu'il leur reste à faire. On ne peut pas se permettre une défaillance de cette couche de sécurité vitale. Il nous faut un système qui fonctionne toujours à 100%.